J'ai perdu mon fils de 5 ans. Il n'est plus là aujourd'hui. C'était une mère exemplaire, une mère parfaite. J'aimais tout de lui. Son enfant était très malade. C'était un crève-cœur. Il va bien et 5 minutes plus tard, il va mal. Le meurtre de Garnett Spears, 5 ans, fait les gros titres dans le monde entier. Elle s'est servie d'Internet pour provoquer la compassion. On se sent démuni quand on voit son enfant vulnérable. J'espère qu'il sait à quel point je l'aime. Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Je n'arrêtais pas de me dire, il faut que quelqu'un se batte pour ce petit garçon. Lacey Spears n'est pas une mère innocente qui pleure son fils. C'était épouvantable. C'est purement diabolique. On est passé de « je suis désolée pour elle » à « mon Dieu, est-ce qu'elle l'a tué ?» Le 3 décembre 2008 est un jour marquant pour Lacey Spears, une jeune femme de 21 ans. Elle donne naissance à un petit garçon en bonne santé de 2,7 kg qu'elle nomme Garnett. Elle a tout ce dont elle a toujours rêvé. Garnett était un petit garçon incroyable. Il avait toujours le sourire. Il riait beaucoup, il souriait beaucoup. C'était un petit bout de chou rigolo. C'était un rayon de soleil. Il illuminait votre journée instantanément. Garnett a la vie devant lui, mais elle prend fin de façon prématurée et dramatique après qu'il ait été victime d'une série de maladies mystérieuses et inexpliquées. Lors de sa première année, il est admis à l'hôpital 23 fois. Mais Lacey, sa mère dévouée, est toujours à ses côtés. Lacey Spears est née le 16 octobre 1987. Elle est la cadette d'une fratrie de 3 enfants et grandit à Decatur, en Alabama. Decatur est une petite ville où tout le monde se connaît. Sur chaque panneau de la ville, le supermarché, la banque et l'église sont indiqués. C'est une ville pittoresque du Sud. C'est un endroit sympa pour grandir. Lacey donnait l'impression d'être très gentille. Elle n'aimait pas le conflit, elle n'aimait pas créer des problèmes. Elle s'occupait d'elle, elle ne se mêlait pas des affaires des autres. Elle avait l'air normale. John Glatt, un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, a mené des recherches pendant 18 mois et s'est plongé dans le passé de Lacey Spears. De l'extérieur, je pense que Lacey avait l'air d'avoir reçu une éducation tout à fait normale. Mais j'ai appris par certaines personnes que la mère de Lacey avait une relation très étrange avec sa fille et qu'elle pouvait être assez brutale. Certaines personnes l'ont vu pincer Lacey quand elle n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait. Enfant, Lacey se montre parfois violente avec ses amis. Certaines de ses amies d'enfance que j'ai rencontrées m'ont parlé de son obsession pour les poupées. Elle donnait vie à ses petits bébés, elle jouait avec, mais il lui arrivait de devenir très violente. Un jour, elle jouait avec son amie Mallory. Mallory a fait quelque chose avec la poupée de Lacey que Lacey n'a pas apprécié. Et Lacey a essayé de l'étrangler. Elle a pété les plombs. Je pense que ce que ça révèle chez Lacey, c'est l'amour maternel dont elle a manqué au cours de son enfance. Quand un enfant a un geste aussi extrême que la strangulation, ça indique qu'il y a des problèmes dans la famille de l'enfant, car c'est une réaction démesurée. On observe ce genre de comportement chez les jeunes enfants seulement s'ils en ont été témoins. Au début des années 2000, Lacey va au lycée de Decatur. L'une de ses meilleures amies est alors Rania El Alam. Elle était 2 classes au-dessus de moi quand je l'ai rencontrée. Elle était appréciée par différents groupes. Je crois que j'étais un peu bizarre au lycée et elle est devenue amie avec moi. Je me sentais toujours à l'aise avec elle. Elle était respectée au lycée, elle était reconnue, elle avait des objectifs. Lacey était très impliquée dans la vie du lycée. Elle pratiquait tous les sports. Elle faisait partie de plusieurs équipes. On était dans le club d'éloquence. C'est une équipe qui participe à des compétitions de débat. Lacey était très douée pour débattre. Elle savait se montrer persuasive.
Elle pouvait vous convaincre que le ciel était vert. On aurait dit qu'elle avait un trouble obsessionnel compulsif, surtout quand il s'agissait de mémoriser certaines choses. Elle répétait encore et encore, jusqu'à ce que tout soit parfait. Non seulement Lacey excelle en débat, mais en plus, elle est sélectionnée pour participer au prestigieux programme Future Business Leaders of America. Elle était très intelligente. Elle faisait tout ce qui pouvait impressionner sur son CV. Elle faisait du tutorat pour des enfants, elle faisait plein de choses. Elle aurait pu entrer dans n'importe quelle université. Elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait avec toutes les compétences qu'elle avait développées au lycée. Lacey termine le lycée en 2006. Bien qu'elle ait les capacités de poursuivre ses études, elle choisit de travailler à Childhood Network, une crèche de sa ville. Lacey adorait être avec des petits bébés et s'occuper d'eux. Elle s'épanouissait. Elle était la première à arriver le matin et la dernière à partir le soir. S'occuper de ces jeunes enfants à la crèche, c'était un peu la continuité de quand elle prenait soin de ses poupées. En plus de son travail à la crèche, Lacey propose à ses amis de garder leurs enfants. Mais cela crée la polémique. Quand elle sortait avec un enfant et qu'on lui disait « Quel beau bébé !» elle se faisait passer pour sa mère. Les mamans des enfants l'ont appris et n'ont pas apprécié. Ces mamans sont devenues protectrices et elles ne lui confiaient plus leurs enfants. Alors Lacey s'est dit qu'il serait plus simple d'avoir le sien. Quand on examine le comportement de Lacey à ce stade de sa vie et qu'on voit qu'elle fait passer ses enfants pour les siens, c'est en effet très perturbant. Elle essaie de jouer les mamans. Elle fait des tests. Elle voit ce que ça lui fait. Elle observe la réaction des gens. Mais c'est très fourbe comme façon de procéder. S'occuper des enfants des autres ne fait qu'accentuer l'envie de Lacey d'avoir le sien. Beaucoup de rumeurs disaient qu'elle essayait de piéger des hommes pour tomber enceinte, parce qu'elle voulait vraiment devenir mère. Elle a posé sur des photos en montrant son ventre, comme si elle était enceinte. Puis elle est partie quelques semaines. Et en revenant, elle a dit avec dédain « J'ai avorté au centre méthodiste de Birmingham, en Alabama. » Une de ses amies lui a répondu qu'il ne pratiquait pas d'avortement là-bas, et elle a dit qu'en fait, elle avait avorté en Floride. Tout le monde était un peu déconcerté, parce qu'elle voulait être mère et parce qu'elle adorait les enfants. On n'avorte pas quand on veut avoir un enfant. En 2008, à 20 ans, Lacey annonce qu'elle est à nouveau enceinte. Cette grossesse est encore une fois entourée de mystères. On s'est demandé comment c'était arrivé. Personne ne connaissait le père. Elle a posté un message sur les réseaux sociaux pour dire que le père était mort. Lacey poste des messages sur plusieurs réseaux sociaux. Sur un blog, elle prétend que le père de Garnett était un policier de la ville ayant été victime d'un accident mortel. La mort est douloureuse. Elle est excessivement cruelle, injuste, irréaliste et horrible. J'étais trop jeune pour vivre sans mon âme sœur. Lacey a toujours dit que c'était un homme gentil et aimant. Elle a dit que c'était un officier de police. Et bien sûr, tout le monde soutient les forces de l'ordre. Donc ça a ému beaucoup de monde d'apprendre qu'elle avait perdu cet être cher. Personne ne veut imaginer un enfant grandir sans l'un de ses parents. C'est vraiment quelque chose qui vous brise le cœur. Le rêve de Lacey de devenir mère se concrétise à la naissance de son fils Garnett en décembre 2008. Il semble être en bonne santé, mais rapidement, son état de santé se détériore. Tout de suite après la naissance de Garnett, Lacey retourne à l'hôpital en disant que Garnett régurgite toute la nourriture qu'il avale et qu'il est très malade. On l'avait examiné, il allait mieux, mais Lacey revenait constamment à l'hôpital en affirmant que Garnett ne mangeait pas correctement et qu'il y avait un problème. À chaque fois que Garnett est souffrant, Lacey poste des nouvelles sur ses réseaux sociaux. Les jours où Garnett ne va pas bien, comme aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi.
Pourquoi mon petit garçon doit se battre pour rester en vie depuis le premier jour? Depuis le début, Lacey prétendait qu'il ne mangeait pas ou qu'il régurgitait ce qu'il mangeait. Mais quand les médecins se retrouvent face à un enfant aussi jeune, la seule façon de savoir ce qui lui arrive, c'est de demander à ses parents. Lacey répète au médecin que Garnett vomit à tous les repas. On lui diagnostique donc une maladie grave digestive. À seulement 9 semaines, il subit une opération radicale. Pour vulgariser un peu, ils ont mis une sorte de piège au niveau de son estomac pour l'aider à ne pas vomir et garder la nourriture dans son estomac. C'est une assez grosse opération pour un nourrisson. Lacey avait l'air d'une bonne mère. Elle semblait prête à tout pour que son fils aille bien. Bien évidemment, toute la ville a manifesté son soutien en disant « Prions pour Garnett, soyons là pour eux ». Elle a reçu beaucoup de soutien. Je pense qu'elle appréciait l'attention qu'elle recevait en tant que mère. Quand on regarde les gens comme Lacey, leur personnalité, leurs valeurs, leurs croyances, il y a un profond sentiment de manque en eux. Ils cherchent à combler ce manque avec d'autres personnes, mais ces relations sont toujours néfastes. Ce sont toujours des relations qui finissent mal et qui ont des conséquences négatives, car elles sont essentiellement parasites. Une semaine après l'opération de l'estomac de Garnett, le 11 février 2009, son état de santé se dégrade dangereusement. Il a été emmené à l'hôpital. Son taux de sodium dans le sang était très élevé. Il était de 166 alors que pour un bébé de son âge, la norme est de 140. Cet enfant était très malade. Il était presque mourant. Garnett Spears n'a que 9 mois quand il est emmené à l'hôpital, car son pronostic vital est en danger. On lui a fait des examens sanguins et la quantité de sel dans son corps les a horrifiés. Son taux de sodium était de 166, alors qu'à son âge, il aurait dû être de 140. Sa vie était en jeu, car son cerveau pouvait gonfler. Les médecins ont décidé de le faire héliporter jusqu'à l'hôpital pour enfants de Birmingham afin de le soigner et de faire redescendre son taux de sodium. Les médecins ne comprennent pas comment le taux de sodium de Garnett a pu monter si haut. Mais une fois qu'il est revenu à la normale, il est autorisé à rentrer chez lui. À chaque étape, Lacey donne des nouvelles sur son blog. J'ai le cœur lourd ce soir. Garnett traverse encore un moment difficile. Il n'a pas mangé depuis des jours. Il a mal au ventre. Encore une épreuve, alors que je croyais que tout ça était derrière nous. À 9 mois, il retourne à l'hôpital pour une deuxième grosse opération, la pose d'une sonde de gastrostomie. Garnett a été emmené à l'hôpital et les médecins ont détecté qu'il souffrait d'un retard de croissance. Cela signifie que, peu importe la quantité de nourriture qu'il ingérait, il n'assimilait pas bien les nutriments. Donc ils lui ont posé une sonde pour l'alimenter. A priori, il ne gardait les aliments dans son estomac que si elle l'alimentait par un tube directement relié à son estomac. L'opération qu'a subie Garnett le rendait encore plus dépendant de Lacey. Il ne pouvait pas rester sans elle. Et il faut se pencher sur ce que cela impliquait pour Lacey. Elle aime le rôle de mère d'un enfant malade et ce que ça engendre. C'est-à-dire moins de critiques, énormément de compassion et beaucoup d'attention. À l'âge d'1 an, Garnett a déjà été admis 23 fois à l'hôpital. La liste de ses troubles est vaste. Forte fièvre, jaunisse, troubles de l'alimentation, vomissements, infections chroniques et persistantes. Et ils sont tous méticuleusement relayés par Lacey sur les réseaux sociaux. J'ai emmené Garnett chez le médecin pour une nouvelle infection de l'oreille et j'ai appris qu'il avait un sarme dans les oreilles, les yeux, le nez et la gorge. Il a lutté pendant 23 jours pour rester en vie. Début 2010, Rania, une ancienne amie du lycée, reprend contact avec Lacey et fait la rencontre de Garnett.
Après le lycée, on s'est perdu de vue. Quand j'étais enceinte, j'ai emménagé dans la résidence de Cedar Key à Decatur. Lacey et Garnett habitaient à l'étage au-dessus de chez moi. Quand j'ai vu Garnett pour la première fois, il avait l'air d'aller bien, un petit garçon heureux, indépendant. Ce n'est qu'un jour, alors qu'il était torse nu, que j'ai vu qu'il avait une sonde. Il était toujours en train de manger des crackers, du beurre de cacahuète ou des morceaux de pommes. Mais elle disait qu'il ne mangeait pas et que c'était pour ça qu'il avait une sonde. Donc je ne comprenais pas trop comment ça marchait. Rania n'est pas la seule à avoir du mal à comprendre la maladie de Garnett. Lacey a fait l'objet de signalements par certains de ses amis qui avaient vu des choses étranges. Par exemple, au restaurant mexicain, elle donnait de la sauce piquante ou autre à Garnett, alors qu'elle disait qu'il ne pouvait pas manger normalement. Plusieurs signalements ont été faits au service de protection de l'enfance. Ils étaient tous anonymes, bien évidemment. Elle a dit qu'elle était complètement innocente, qu'elle n'avait rien fait de mal, et ils n'ont jamais eu assez de preuves pour prendre des mesures supplémentaires. On a parlé à une amie de Lacey qui est allée dîner avec elle un jour dans un fast-food. Lors du repas, Garnett a mangé tout le plat de cette dame et elle a dû aller commander un deuxième plat. Mais Lacey continue à dire qu'il régurgitait tout et qu'il ne pouvait rien avaler. Certains médecins, et même certaines de ses amies, soupçonnaient Garnett de ne pas être aussi malade que sa mère le prétendait. Mais dès que les services de protection de l'enfance commençaient à s'en mêler, Lacey déménageait pour s'en débarrasser. Il jouait au chat et à la souris. De plus en plus surveillée à Decatur en juillet 2010, Lacey part vivre chez sa mère en Floride avec Garnett, alors âgé de 19 mois. Sur les réseaux sociaux, elle a créé un groupe pour parler de l'endroit où ils allaient. Elle donnait des nouvelles sur comment ça se passait et c'est à ce moment-là que les choses se sont aggravées médicalement. Au départ, il avait du mal à manger et d'un coup, il avait tout un tas de complications. Il avait toujours rendez-vous chez le médecin, ils allaient à tel hôpital pour faire tel genre de test. Personnellement, je n'aime pas raconter mes problèmes à tout le monde. Je trouve qu'elle partageait trop de choses. Après 2 ans passés en Floride, Lacey et Garnett, alors âgés de 4 ans, rejoignent un groupe nommé la Camaraderie à Chestnut Ridge, dans l'État de New York. La camaraderie est une petite communauté à Chestnut Ridge. Ils vivent entre eux. C'est une communauté autonome. Ils ont leur propre culture, ils ont leur propre école et c'est assez calme. À la camaraderie, tout le monde aimait Garnett. C'était un peu la mascotte du groupe. C'était un petit garçon très bavard. Malgré cet environnement sain, la santé de Garnett continue à se dégrader et durant 2 ans, Lacey publie régulièrement des nouvelles. J'ai appris que Garnett avait une maladie du sang, que son foie ne fonctionnait qu'à 75% et qu'il faudrait peut-être lui retirer la rate. J'ai besoin d'aller courir longtemps. Mais le vendredi 17 janvier, le petit garçon de 5 ans est pris de crise d'épilepsie et emmené en urgence à l'hôpital de Nyack. Quand Garnett a été admis à l'hôpital, les médecins s'inquiétaient pour son activité cérébrale. Ils l'ont branché un électroencéphalographe pour en savoir plus. Cette nuit-là, il a eu une forte diarrhée. Et après, il a commencé à se sentir mieux, à retrouver ses esprits. Il n'a eu aucune activité épileptique entre le vendredi soir et le dimanche. Donc, le dimanche, on leur a annoncé la bonne nouvelle. Garnett pouvait rentrer à la maison. Lacey est allée dire au médecin, « Non, vous devez le garder, quelque chose ne va pas. » 1 heure plus tard, il a commencé à convulser. Ses jambes tremblaient, son corps bondissait, il prenait sa tête dans ses mains tellement il souffrait. De manière inexplicable, le taux de sodium dans le sang de Garnett passe de 138, un taux normal, à 182, un taux mortel. Il se retrouve dans un état critique. Les photos que Lacey publiait sur Facebook étaient très dures à regarder.
parce que, au fur et à mesure, on découvrait un enfant éteint. Il ne bougeait plus. C'était déchirant de voir ces photos. C'était très dur à voir, parce que c'est allé très vite. Garnett est héliporté vers l'hôpital Maria Fareri à Westchester pour recevoir des soins urgents. L'un des médecins de Nyack a appelé un médecin de Westchester pour le prévenir que Garnett arrivait. Il l'informait que son taux de sodium était de 182. Et on lui a répondu « Vous devez faire erreur, c'est impossible. On ne peut pas vivre avec un taux pareil. » Il n'arrivait pas à comprendre d'où venait ce sel. Mais l'un des médecins a regardé le capuchon de la sonde et il a fait le rapprochement. Il a compris que c'était peut-être comme ça qu'il avait ingéré le sel. À partir de là, les médecins sont devenus très méfiants. Deux jours après son héliportage, l'état de santé de Garnett a empiré. Et le 22 janvier, les médecins ont déclaré qu'il était en état de mort cérébrale. Les médecins ont appelé les services de protection de l'enfance pour leur faire part de leurs soupçons. Et ils ont appelé la police, qui est venue à l'hôpital pour interroger Lacey. Quand j'ai vu Garnett Spears pour la première fois, il était intubé dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. Sa mère était assise près de lui et il n'avait pas l'air bien. J'ai été un peu surpris par le calme de sa mère. J'ai demandé à lui parler pour avoir ses coordonnées, son nom, son adresse, etc. Elle n'avait pas l'air pressée de retourner auprès de son enfant qui était, de toute évidence, très malade. Je pense que je soupçonnais déjà Lacey d'avoir fait du mal à son enfant. La courte vie de Garnett Spears aura été marquée par des traumatismes et de graves maladies. Il n'a que 5 ans quand il est héliporté vers l'hôpital et placé sous respirateur artificiel. Les enquêteurs commencent à soupçonner une affaire d'empoisonnement. Leurs soupçons se portent sur sa mère. La personne qui était censée prendre soin de lui fait l'objet d'une enquête. Mon petit Garnett a été déclaré en état de mort cérébrale. Ce n'est pas possible. C'est mon bébé. Je ne suis pas prête à le voir partir. La police suspecte fortement Lacey. Une enquête commune est ouverte par les polices de Ramapo et Westchester. Le personnel de l'hôpital nous a contactés, car le taux de sodium de Garnett était extrêmement anormal. Il fallait chercher des indices prouvant que la mère s'en était prise à son enfant ou qu'il y avait eu une erreur médicale. Le détective Budnick commence par demander un mandat de perquisition pour l'appartement de Lacey dans la communauté de la camaraderie. L'appartement était nickel. Tout était rangé. C'était bizarre car elle nous avait dit qu'elle était partie de la maison dans la précipitation pour amener son fils à l'hôpital. Au milieu de la pièce, il y avait des poches. On aurait dit du lait infantile. Et dans la cuisine, il y avait une sorte d'hôtel avec une photo de Garnett et toutes les sortes de médecine holistique qu'elle lui donnait. Mais à côté, il y avait quelque chose d'inquiétant. Un pot de sel, du sel de table. Quand on regarde l'hôtel que Lacey a créé, on dirait qu'elle veut représenter ce qui s'est passé. On le devine à la façon dont elle a placé le sel devant. Sa maison est un endroit où elle peut exhiber ce genre de choses pour elle-même, pour le voir. Ça peut paraître abstrait, mais quand on connaît les faits, ça devient glaçant. Le lendemain de la fouille de l'appartement de Lacey par la police, l'enquête prend une tournure inattendue. Lacey a appelé une amie de la communauté et lui a demandé si elle pouvait lui rendre un grand service. Elle voulait qu'elle aille chez elle, qu'elle récupère une poche de nutrition et qu'elle la jette sans le dire à personne. Ça a éveillé les soupçons de son amie.
Elle a prévenu la personne à la tête de la communauté et ils ont caché la poche pour la donner à la police, au cas où ce serait une preuve. Quand la police apprend l'existence de cette poche, elle l'envoie immédiatement au laboratoire pour analyse. Plus tard dans la journée ou le lendemain, j'ai appelé le laboratoire qui m'a dit grosso modo que la poche contenait beaucoup de sodium, beaucoup de sel. Il y avait l'équivalent de 69 sachets de sel dans cette poche. À ce moment-là, j'étais convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur médicale, qu'il ne fallait pas chercher à établir la responsabilité de l'hôpital. La responsable était Lacey, car c'est elle qui le nourrissait avec ses poches. Lacey est désormais surveillée de près et les médias du monde entier suivent l'enquête, mais elle continue de clamer son innocence. Lacey a tout de suite demandé un avocat. Sa défense consistait à dire que quelqu'un d'autre avait pu mettre du sel dans cette poche de nutrition, car plusieurs jours s'étaient écoulés avant que la police ne la saisisse. Je me demande qui aurait fait ça. Je pense qu'ils ont vu la poche de nutrition comme une carte sortie de prison. Il s'agissait d'une preuve accablante, mais elle n'était pas fiable. Sa validité était questionnable. La procédure n'avait pas été respectée. Donc sa validité et sa valeur dans l'enquête n'étaient pas certaines. Le 23 janvier 2014, le respirateur artificiel de Garnett Spears est débranché. J'étais assise en train de regarder mon fils quand son cœur a cessé de battre dans sa poitrine. Je l'ai vu, je l'ai regardé et je le tenais au moment où il a rendu son dernier souffle terrestre. Quand elle a publié ce message pour annoncer sa mort, j'étais terriblement triste. Ça m'a brisé le cœur pour elle. Perdre un enfant, ça doit être une des épreuves les plus dévastatrices qui soient. Sur le blog de Lacey, les messages de condoléances affluent. On savait depuis le début que Garnett ne survivrait pas. Donc sa mort n'a pas été un choc pour nous. Mais à partir de ce moment-là, on a voulu faire tout notre possible pour découvrir pourquoi cet enfant s'était retrouvé dans cet état-là. On a discuté de l'avancée de l'enquête, de ce qui était nécessaire, et on a décidé de remonter à la naissance de Garnett Spears et d'examiner le dossier médical de chaque hôpital qu'il avait fréquenté jusqu'à son décès. Mon seul objectif était de rendre justice à Garnett. Quelqu'un devait se battre pour ce petit garçon. On a passé des milliers et des milliers d'heures sur cette enquête. La partie la plus difficile était de retrouver les informations liées à ses téléphones et de suivre toutes les publications sur son blog. La charge de travail a été répartie entre plusieurs enquêteurs. Ils menaient des interrogatoires, ils écrivaient tout ce qu'ils apprenaient et ils réunissaient des tonnes d'informations. La procureure nous disait de continuer, d'obtenir plus d'informations, toujours plus d'informations. Elle voulait vraiment qu'on ait tous les éléments nécessaires pour avancer dans l'enquête. Les dossiers médicaux de Garnett Spears nous ont menés dans plusieurs États. On a dû aller voir plusieurs médecins et visiter plusieurs hôpitaux en Floride. On est également allé à Decatur, en Alabama, pour savoir exactement ce qui était arrivé à Garnett année par année. En raison du secret médical, les dossiers médicaux de Garnett n'étaient pas partagés entre les États. L'enquête de la police met tout à plat pour la première fois. Quand ils étaient en Alabama, ils avaient fait un test où un nutritionniste avait nourri Garnett.
Il avait pu boire un biberon entier sans avoir de haut le cœur. Après les opérations qu'il avait subies, il ne pouvait plus vomir. Il pouvait avoir la nausée tout au plus. Mais quand ils lui ont donné à manger à l'hôpital, ça ne s'est même pas produit. Selon Lacey, il avait toujours la nausée, mais à l'hôpital, ce n'est pas arrivé. On ne sait pas exactement combien de médecins elle a consulté, car elle n'arrêtait pas de changer. Quand un médecin devenait suspicieux, elle déménageait. Un médecin n'a aucun moyen de savoir les antécédents médicaux de Garnett Spears, à moins que Lacey Spears ne lui en parle. Ces notes sont confidentielles. Le médecin ne peut pas en avoir connaissance. Elle évitait qu'on remonte jusqu'à elle en changeant constamment d'état, en changeant constamment de médecin. Et le fonctionnement de ce système est idéal pour laisser agir les personnes comme Lacey. Au cours de ma carrière, j'ai vu plusieurs tueurs en série passer à l'acte de la même façon, en se servant du système de santé, des hôpitaux et des médecins. L'enquête médicale relève de multiples incohérences. Mais la plus surprenante se cache dans le passé de Lacey. Lacey nous avait dit que le père de Garnett était un officier de police ayant trouvé la mort dans un horrible accident de voiture. C'était une information importante et très facile à vérifier. L'homme dont elle parlait était toujours vivant et c'était un sergent du bureau du shérif d'Alabama. On a fini par découvrir que le vrai père de Garnett était potentiellement un monsieur du nom de Chris Hill. Chris Hill était le voisin de Lacey dans la résidence où elle habitait à Decatur. Plus on découvre de contradictions, plus la pression sur les épaules de Lacey augmente. Je n'ai pas tué mon fils. Je ne lui ai pas fait de mal. Je l'aimais. L'enquête policière visant Lacey Spears révèle de sérieuses incohérences concernant les soi-disant problèmes médicaux de son jeune fils, mais aussi qu'elle a menti sur l'identité du père. Plus l'enquête avance, plus l'empoisonnement de Garnett semble avoir été prémédité. Pendant l'enquête, Lacey Spears a effectué beaucoup de recherches Internet, notamment sur le taux de sodium dans le sang d'un enfant. Ça avait son importance. La police a désormais réuni assez d'éléments prouvant que Lacey est déséquilibrée. Mais elle recherche toujours la preuve irréfutable qui permettra de la faire condamner. Plus tard dans l'enquête, en obtenant les documents de différents hôpitaux, y compris celui de Nyack, on a appris qu'un électroencéphalogramme avait été branché sur la tête de Garnett. Cette machine était en face de son lit. Et dans cette machine, qui était assez récente, il y avait une caméra pour enregistrer les crises d'épilepsie ou les convulsions de Garnett. On a demandé la vidéo. Dessus, on voit Garnett assez content, assez heureux, en train de manger des cookies. Ensuite, on voit les médecins entrer, lui parler, puis repartir. Et on apprend que les médecins voulaient laisser repartir Garnett parce qu'il allait beaucoup mieux. Et à ce moment-là, Lacey prend Garnett pour l'emmener dans la salle de bain et on voit dans sa main ce qui ressemble à un tube de nutrition. Elle avait sur elle un tube pour sa sonde. Ma supposition, c'était qu'elle injectait dans son corps du sel dans je ne sais quelle solution. Donc l'arme qu'elle avait choisie était la sonde de cet enfant. Ils sortent de la salle de bain, elle le remet dans son lit, et 20 minutes plus tard, il a des hauts le cœur. Il convulse, et c'est la dernière fois qu'on voit Garnett vivant. Après 3 mois d'enquête, le 4 avril 2014, le médecin légiste de Westchester conclut que Garnett a été victime d'un homicide. Quand Lacey a été accusée d'avoir commis le meurtre de son fils, on l'a amenée au poste de police. Elle a été mise en examen. Les avocats ont été prévenus et elle a été amenée au bureau de police de Westchester. Ça faisait partie de la procédure. On devait prendre ses empreintes et sa photo.
Elle n'a eu aucune réaction. Elle avait un visage de marbre. Elle était froide. Le 3 février 2015, un an après la mort de Garnett, le procès pour meurtre de Lacey débute. C'était absolument incompréhensible. Je ne voulais pas croire qu'elle était coupable. Je ne voulais pas croire que quelqu'un que je connaissais, dont j'étais proche et que j'aimais, ait pu faire du mal à son enfant. Lacey a tout nié. C'était une mère innocente qui venait de perdre son fils. Et son angle de défense, c'était qu'il s'agissait d'une erreur médicale, que l'hôpital était responsable et qu'il avait provoqué la mort de Garnett. Étant donné le nombre de preuves qu'on avait amassées, les vidéos qu'on avait récoltées, les témoins auxquels on avait parlé, tout laissait penser qu'elle serait reconnue coupable. On est parvenu à prouver que Lacey avait empoisonné et provoqué la mort de son fils, Garnett Spears. Le 2 mars 2015, les jurés la reconnaissent coupable d'homicide volontaire. Lacey est condamnée à la réclusion à perpétuité, dont 20 ans ferme. C'était un soulagement de voir que tout notre travail payait enfin et que Lacey allait finalement être condamnée pour ce qu'elle avait fait. Son père était dans la salle et il avait l'air effondré. Il avait perdu son petit-fils et il allait perdre sa fille. Tout ce que je souhaitais, c'était rendre justice à Garnett. C'était tout ce que je souhaitais. Quelqu'un devait se battre pour ce petit garçon et on lui rendait enfin justice. Je n'oublierai jamais son visage au procès quand elle a été reconnue coupable d'avoir tué son enfant. Je n'oublierai jamais son regard. Il ne montrait aucune émotion, aucune tristesse, rien du tout. Elle avait le regard vide, ça ne l'affectait pas. Cette affaire m'a beaucoup affecté. J'ai enquêté pendant 18 mois dessus, puis j'ai couvert les 2 mois de procès. Au procès, on a dû regarder la vidéo de l'électroencéphalographe dans son intégralité et voir Garnett faire une crise d'épilepsie, essayer de vomir le sel qu'on lui avait fait ingérer. Mais à cause de l'opération qu'il avait subie bébé, il ne pouvait plus vomir. C'était épouvantable. C'est purement diabolique. Je suis persuadée que Lacey a certains traits de personnalité et certains comportements relevant de la psychopathie. Et l'un d'eux est l'affect superficiel, c'est-à-dire un manque de profondeur en termes d'émotions. Une personne normale a un éventail d'émotions assez large. Elle peut vivre de véritables montagnes russes. Mais les personnes sur le spectre de la psychopathie ne sont généralement pas capables de ressentir cela. Donc je crois qu'il y a un vide émotionnel chez Lacey. Sa priorité est de se protéger, de se défendre et de s'occuper d'elle. En décembre 2016, Lacey fait appel de sa condamnation pour meurtre. Mais un an plus tard, sa demande est rejetée par la Cour d'appel de l'État. Quand je repense à cette enquête, je revois Lacey clamer qu'elle n'a rien fait de mal. Malgré la vidéo où on la voit aller dans la salle de bain, elle n'admettra jamais ce qu'elle a fait. Je pense que Lacey est une très bonne menteuse. Je suis allé la voir en prison, 6 mois après sa condamnation, avec l'un des avocats. J'ai passé 2 heures avec elle, et elle aurait pu me convaincre. Elle est très très douée. En enquêtant et en se penchant sur l'état mental de Lacey, on a compris qu'elle inventait toutes ces histoires alambiquées pour provoquer la compassion. Elle postait des messages qui touchaient la corde sensible des gens. Elle mourait d'envie qu'on la regarde. Elle voulait être le centre de l'attention. À la suite de sa condamnation, les experts sont convaincus que Lacey présente des symptômes du syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen par procuration est un trouble qui consiste à provoquer une maladie chez quelqu'un d'autre afin de bénéficier des avantages que cela procure en tant qu'aidant. Ce qui motive les personnes atteintes du syndrome de Munchausen par procuration est la reconnaissance et l'attention qui vient avec le rôle d'aidant, qui est un peu un rôle de héros.
Mais ce rôle dissimule en réalité un sentiment sous-jacent de honte et un sentiment sous-jacent de mal-être. C'est un sentiment que l'on retrouve dans de nombreuses affaires de meurtre. L'auteur du meurtre a souvent un sentiment de honte. C'est important que les gens sachent que ça existe. Ça peut toucher quelqu'un près de vous qui n'a absolument pas l'air diabolique ou quoi que ce soit. Il faut que les gens soient conscients que certaines choses se passent sous leur nez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de douteux ou de louche, il vaut toujours mieux en informer quelqu'un ou le signaler à quelqu'un. Ce qui rend le cas de Lacey intéressant, c'est qu'elle a tout mis sur Internet pour générer de la compassion. Elle avait MySpace, Facebook et Instagram. Elle passait sa vie à recevoir de la compassion à travers Garnett. Elle était constamment en train d'en rajouter des couches. Elle a vraiment donné une autre dimension au syndrome de Munchausen. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il y a des dizaines de milliers de façons d'attirer l'attention qui ne nécessitent pas de tuer son enfant. C'est important que l'histoire de Garnett soit racontée, car beaucoup de gens ne savent toujours pas ce qu'est le syndrome de Munchausen par procuration. Je pense qu'on n'en parle pas assez, et ce sont les enfants qui trinquent. Le syndrome de Munchausen par procuration est une maladie mentale reconnue, souvent identifiée grâce à un certain comportement. Mais aux États-Unis, les dossiers médicaux ne peuvent pas être partagés entre médecins. C'est pourquoi l'évolution de la maladie de Garnett n'a jamais alerté personne. Est-ce que quelqu'un aurait pu faire quelque chose pour lui sauver la vie? Je pense que les services sociaux et les médecins n'auraient rien pu faire, parce qu'elle déménageait. Il faudrait un registre national pour que votre dossier médical vous suive partout, que vous soyez un enfant ou non. Selon moi, si les médecins pouvaient partager certaines informations sur une base de données, ils pourraient repérer certains comportements et agir avant qu'il ne soit trop tard. Ils pourraient avertir les autorités plus tôt et sauver des vies. J'ai écrit 25 livres sur différentes affaires criminelles. Et personne ne m'a jamais autant marqué que Lacey Spears. Parce que c'est tout bonnement horrible que ce beau petit garçon soit mort parce que sa mère était en manque de compassion. J'espère que cette affaire mettra en lumière le syndrome de Munchausen par procuration pour que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Je me souviendrai toujours du sourire de Garnett, de son rire et de ses cheveux blonds au soleil. Je n'oublierai jamais ce petit garçon heureux qui était assis dans mon salon, qui poussait un bateau en plastique sur le sol et qui profitait de la vie.